On est le 23 novembre 2002, jour de classico entre le Real et le Barça. Luis Figo, avec son maillot de la Casablanca, prend le ballon et se dirige vers le point de corner. Mais une fois prêt pour tirer, la furia du Camp Nou reprend de plus belle. Jet de bouteille, insultes, crachats, briquets balancés et même une tête de cochon lancée sur la pelouse. Cette image surréaliste qui va faire le tour du monde n'est que l'aboutissement d'une histoire commencée 2 ans plus tôt, le 24 juillet 2000 pour être précis. Ce jour-là, les supporters du FC Barcelone découvrent que leur capitaine, leur idole, Luis Figo, vient d'être présenté sous les couleurs du Real Madrid, l'ennemi juré. Derrière ce transfert à 60 millions d'euros, un record mondial à l'époque, se cache l'une des plus grosses conspirations de l'histoire du sport. Un piège tendu par un homme ambitieux qui, avec une promesse électorale folle, a réussi à signer le meilleur joueur de son plus grand rival. Du jour au lendemain, l'idole absolue de tout un peuple devient l'incarnation de la trahison. Alors comment le capitaine barcelonais a-t-il pu signer ce pacte avec le diable? Quel secret se cache derrière ce coup de couteau dans le dos? Voici l'histoire du transfert du siècle. Pour comprendre l'ampleur de la trahison, faut d'abord présenter notre principal protagoniste, Luis Figo. Arrivé en 95 en provenance du Sporting, le Portugais s'est imposé comme le maître à jouer du club catalan. Avec sa technique, ses dribbles et son charisme, c'est devenu l'incarnation même du Barça. Pendant 5 saisons, Figo fait le bonheur des supporters catalans, remportant 2 championnats d'Espagne, 2 coupes du roi, une super coupe d'Europe et une coupe des coupes. Plus qu'un joueur, c'est devenu un symbole, un porte-drapeau de l'identité catalane, allant jusqu'à provoquer ouvertement le rival madrilène. Après un titre remporté face au Real et avec les cheveux teints aux couleurs du Barça, il lance du balcon de la Generalitat: blanc, pleurnichard, félicitez les champions. Pour les socios du Barça, Figo c'est pas qu'un joueur talentueux, c'est l'un des leurs, celui qui comprend et incarne le mieux la fierté catalane face à l'hégémonie castillane. Sauf qu'à la fin de la saison 2000, Figo sort d'une saison assez contrastée. D'un côté, avec 14 buts et 17 passes D, il fait partie des 3 meilleurs joueurs de la planète. 4 du vestiaire des Blaugrana, c'est aussi le vice-capitaine derrière Pep Guardiola. Mais de l'autre côté, après une saison blanche avec le Barça, le numéro 7 du Portugal perd aussi une demi-finale d'Euro contre la France. Et en coulisses, les relations entre Figo et la direction barcelonaise se détériorent de plus en plus. En fin de compte, si tu te sens pas reconnu à 100% dans ce que tu fais, pas par les gens en général mais par les dirigeants du club, quand tu reçois des offres, tu songes à changer d'air, et c'est ce qui s'est passé. Au même moment cet été-là, le Real Madrid est en pleine période électorale. Le président sortant, Lorenzo Sen, semble intouchable. Car c'est assez simple, sous sa direction, le club vient de remporter 2 Ligues des Champions en 3 ans, mettant fin à 32 années de disette européenne. Sa réélection paraît donc une simple formalité, à tel point que personne n'en parle, que ce soit dans la presse ou dans les médias. Mais c'est à ce moment-là qu'un homme d'affaires assez inconnu dans le milieu du foot décide de se présenter, Florentino Pérez. PDG du groupe ACS, un géant de la construction espagnole, il avait déjà tenté de devenir président du Real Madrid en 95. Axant sa campagne sur la mauvaise situation économique du club, il n'avait pas convaincu les socios. Mais 5 ans plus tard, il retente sa chance en changeant de méthode cette fois. Pour espérer l'emporter, il lui faut une promesse électorale qui frappe les esprits. Et après avoir sondé les socios sur le joueur de leur rêve, un nom revient systématiquement: Luis Figo. Pérez fait donc une chose assez lunaire. En pleine campagne, il annonce publiquement: si je suis élu président, Luis Figo sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. C'est un engagement signé. Si ce n'est pas le cas, je payerai les abonnements des 80 000 socios pour la saison suivante. Une promesse qui a un coût, plus de 35 millions d'euros. Pérez paraît très confiant, mais cette déclaration fait plutôt sourire. Personne n'y croit, les médias parlant même d'une promesse impossible, voire d'un suicide politique. Et Lorenzo Sen, son principal adversaire et favori à l'élection, se moque ouvertement de lui. À ce rythme, il va nous annoncer la signature de Claudia Schiffer. Pourtant, Pérez travaille en coulisses. Grâce à Paulo Futre, ancien joueur portugais devenu intermédiaire, il entre en contact avec José Veiga, l'agent de Luis Figo. Et le plan qu'il propose est aussi simple qu'audacieux. Figo doit signer un pré-contrat qui l'engage à rejoindre le Real Madrid si Pérez est élu président. En échange, le joueur reçoit immédiatement 2 millions d'euros. Par contre, si Pérez perd l'élection, Figo
Figo garde cet argent sans contrepartie. Un deal qui paraît assez équilibré mais qui contient un détail caché. Si Pérez gagne et que Figo refuse de venir, le joueur devra payer une pénalité de 35 millions d'euros, soit exactement la somme que Pérez s'est engagé à payer aux Socios en cas de non-venue du Portugais. Convaincu comme tout le monde que Pérez n'a aucune chance de l'emporter face à Sanz, Figo accepte le deal. Son agent et lui signent le pré-contrat, empoche les 2 millions et prévoit d'utiliser cette info comme levier pour renégocier son contrat avec le Barça. On est donc le 16 juillet 2000, jour d'élection à Madrid. Après plusieurs semaines de campagne, Lorenzo Sanz et Florentino Pérez sont au coude à coude. Pourtant annoncés comme ultra favoris, l'écart entre les deux candidats diminue à chaque nouveau bulletin de vote dépouillé. Et après plusieurs heures, le résultat tombe. Florentino Pérez est élu président du Real Madrid. Avec plus de 3000 voix d'avance, Pérez a réussi son coup. Et c'est un peu le choc pour tout le monde. Surtout pour Luis Figo, qui se retrouve pris à son propre piège. Car maintenant, il a deux choix. Signer au Real Madrid, trahissant en même temps le Barça et ses supporters, ou refuser de signer ce contrat et devoir payer 35 millions d'euros de sa poche. Une somme colossale, même pour un joueur de son calibre à l'époque. Et hasard du calendrier, une semaine plus tard ont lieu d'autres élections présidentielles, mais cette fois du côté de Barcelone. Joan Gaspart est élu avec 55% des voix face à Ángel Fernandez et succède à Josep Luis Núñez avec une première tâche qui sera peut-être déjà la plus importante de son mandat, régler la crise Luis Figo. Car pendant sa campagne, Gaspart avait promis de tout faire pour conserver le Portugais. Mais avec l'annonce de la victoire de Pérez, tout a changé. Figo part s'enfermer dans sa maison de vacances, son agent José Veiga ne sait pas comment réagir. Quant à Gaspart, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Payer la clause de 35 millions pour conserver un joueur qui appartient déjà à Barcelone? Ça n'a pas de sens. Ça aurait voulu dire financer indirectement les abonnements des supporters du Real. Une humiliation encore plus grande. Et dans la maison de vacances du Portugais, les négociations sont tendues. Figo est tiraillé entre sa loyauté pour Barcelone et cette clause pénale astronomique qui pèse sur lui et son agent. Pour certains, c'est un piège tendu par Pérez dans lequel le Portugais est tombé par cupidité. Pour d'autres, c'est une opportunité financière et sportive que Figo ne pouvait pas refuser. Et c'est ainsi que le lendemain de l'élection de Gaspart, le 24 juillet 2000, la scène est iconique. Luis Figo, le visage fermé, tenant un maillot blanc floqué du numéro 10, aux côtés de Florentino Pérez et de la légende Alfredo Di Stefano. Son langage corporel trahit son malaise. J'étais là, mais j'étais pas vraiment là. Le transfert est officialisé pour 60 millions d'euros, pulvérisant le record mondial détenu jusqu'alors par Christian Vieri. Un montant qui paraît presque dérisoire aujourd'hui, mais qui était absolument colossal à l'époque. Et cette signature, c'est que le début du calvaire pour Figo. La vraie épreuve étant son retour au Camp Nou, vêtu du maillot blanc de l'ennemi le 21 octobre 2000. Dans une ambiance électrique, 100 000 personnes sont réunies dans un seul but, faire payer aux traîtres sa trahison. Dès l'échauffement, les décibels montent. Des billets de banque à l'effigie de Figo pleuvent des tribunes. Des banderoles hostiles sont déployées. Mercenaires, Judas, traîtres. Les supporters catalans brûlent même des anciens maillots à son effigie. L'hostilité est tellement forte que Figo se bouche les oreilles en entrant sur le terrain. Finalement, le Barça s'impose 2-0 sur des buts de Simão et Luis Enrique, mais même avec une telle tension, ce premier retour n'est qu'un amuse-bouche comparé à ce qui attend Figo 2 ans plus tard. Entre-temps, le Portugais fait une très bonne saison au Real Madrid. Il remporte le Ballon d'Or 2000, largement pour ce qu'il avait fait à Barcelone. Rapidement, il devient le leader technique d'une équipe qui soulève la Liga en 2001, et c'est à ce moment-là que Florentino Pérez met en place sa stratégie des Galactiques. Après Figo, c'est Zinedine Zidane qui rejoint Madrid en 2001 pour 77 millions d'euros, un nouveau record mondial. Et ensemble, ils gagneront la Ligue des Champions en 2002, puis l'année suivante, c'est Ronaldo le Brésilien qui arrive, et enfin, David Beckham signe avec la Casablanca en 2003, une constellation de stars que seul Madrid peut s'offrir. Et clairement, à ce moment-là, Figo est devenu plus qu'un joueur, et c'est devenu le symbole d'une nouvelle ère, celle où le football devient un business global, où les joueurs sont des marques et où les présidents de club pensent plus en hommes d'affaires qu'en dirigeants sportifs. 2 ans après ce transfert, le 23 novembre 2002, Figo retourne une nouvelle fois au Camp Nou. Et cette fois, le match va entrer dans la légende du
foot, mais pas pour ce qui s'est passé sur le terrain. Car sur le rectangle vert, le match est pourri et se termine sur un bon vieux 0-0. Mais en tribune, l'atmosphère est encore plus tendue que pour son premier retour. C'est une vraie haine qui envahit le stade. Et contrairement au premier match, Figo a décidé qu'il prendrait les corners cette fois-ci. Une décision qui va mener à des images assez incroyables. Dès qu'il s'approche pour tirer, il se prend une pluie d'objets, bouteilles, briquets, pièces de monnaie, téléphone portable. Le match est interrompu pendant 16 minutes. Les CRS sont obligés de faire barrage pour protéger les joueurs. Et c'est là, parmi les débris près du poteau de corner, qu'une tête de cochon est repérée par les caméras. Une image qui fait le tour du monde et devient le symbole de ce transfert. Je pense pas qu'il y ait un autre athlète qui ait joué devant une foule de 100 000 personnes entièrement contre lui. C'est une expérience unique. Pendant ce temps-là, en tribune, Florentino Pérez savoure. Déjà parce qu'il a réussi à voler l'idole des Catalans. C'était comme arracher le cœur de Barcelone. Mais surtout parce qu'il a transformé le Real Madrid en une machine à cash. Car sur le plan commercial, le coup est magistral. En cédant 50% de ses droits d'image au club, Figo devient une véritable mine d'or pour Madrid. Chaque maillot vendu avec son nom, chaque contrat de sponsoring qui signe rapporte autant au club qu'aux joueurs. Un modèle économique qui sera appliqué à tous les Galactiques qui suivront. Sportivement, Figo va remporter des titres avec le Real, mais l'ère des Galactiques n'atteindra jamais le niveau de domination espéré. Après les premiers succès, le déséquilibre de l'équipe devient évident. Et après 5 saisons à Madrid, marquées par des hauts et des bas, le Portugais quitte le club en 2005 pour rejoindre l'Inter Milan. Là-bas, Figo connaît une fin de carrière dorée, remportant 4 Scudetto consécutifs avant de prendre sa retraite en 2009. Pour Barcelone par contre, ce transfert a été un gros traumatisme, car le club devra attendre l'arrivée de Juan Laporta comme président en 2003 pour retrouver des couleurs, adoptant une philosophie opposée au Galactique avec la Masia, son centre de formation, qui permettra au club de faire émerger les Messi, Iniesta ou Xavi par la suite. Une très lente remise à niveau provoquée par son ex-idole, et quand on lui demande s'il a fait le bon choix en quittant le Barça pour s'installer à Madrid, il répond: avec tout ce que j'ai vécu à Madrid, je peux le dire à 100% de conviction que c'était la bonne décision de rejoindre le club. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur le transfert du siècle vous a plu. Si jamais vous voulez avoir plus de détails sur ce transfert, je vous invite à aller voir le documentaire de Netflix. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, mais c'est assez intéressant pour approfondir le sujet. Sinon, comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Aussi, petit rappel, si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin, j'envoie un mail qui résume toute l'actu de la semaine. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sinon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.